Le cas de la mer Rouge et des Yéménites. Après 12 ans de pression énorme, ils sont sortis et ont instauré un blocus, un siège contre l'Arabie saoudite, à cause de la situation en Israël. Pour beaucoup, la pression qu'ils exercent sur l'Arabie saoudite est immense, parce qu'il n'y a aucun moyen pour elle d'exporter son pétrole, à part en passant par le canal de Suez, qui a lui-même ses limites. Exactement. Quelle est votre compréhension de la manière dont le Yémen fait pression sur l'Arabie saoudite? Et comment voyez-vous la réponse de l'Arabie saoudite à ce qui se passe? Eh bien, je pense que la manière dont on présente à l'international ce que font les Houthis et Ansar Allah n'est pas correcte. On présente les Houthis comme des marionnettes ou des agents de l'Iran. Ce n'est pas le cas. C'est une guerre des Houthis contre l'Arabie saoudite qui a sa propre logique. Vous savez, les Houthis sont restés là pendant les 5 mois de l'assaut américain, de l'assaut israélien contre l'Iran, sans rien faire. Ce qui les a provoqués, c'est le gouvernement internationalement reconnu, soutenu par l'Arabie saoudite, qui a manifestement mené une attaque contre l'aéroport de Sanaa en essayant d'empêcher la délégation yéménite de se rendre en Iran, puis d'en revenir pour les funérailles de l'ayatollah Khamenei. Et les Yéménites, les Houthis, ont accusé les Saoudiens d'être responsables de cette attaque. C'est peut-être vrai, peut-être pas, je n'en sais rien. En gros, après 4 ans de trêve avec l'Arabie saoudite, ils sont de nouveau en guerre avec le royaume. Et les Saoudiens ont fait preuve de beaucoup de retenue dans leur réponse. Enfin, ils ont évidemment dénoncé l'action des Houthis. Les Houthis imposent de fait un blocus contre l'Arabie saoudite. Ce qui n'est pas clair à ce stade, c'est de savoir si ce blocus touche quelqu'un d'autre. Autrement dit, il est clair que les Yéménites agissent contre les Saoudiens, mais les Yéménites soutiennent-ils en fait l'Iran? Certes, d'un point de vue factuel, cela accroît très considérablement le levier de l'Iran sur les États-Unis et sur le monde, car cela réduit encore davantage l'offre de pétrole à un moment où les capacités de stockage arrivent à saturation. En gros, grâce à un oléoduc, l'Arabie saoudite pouvait exporter 4,5 millions de barils de pétrole par jour via Yanbu, qui est un port et une ville industrielle sur la mer Rouge. Et maintenant, comme vous l'avez dit, elle est limitée à l'utilisation du canal de Suez. Cela ramène probablement ces 4,5 millions de barils à 1,5 million ou 2 millions. Cela signifie donc une réduction d'environ la moitié à 2/3 de la quantité de pétrole que les Saoudiens peuvent vendre. Et leur économie est sous pression, malgré la hausse des prix du pétrole, qui sont désormais repartis à la hausse à cause de tout cela. Donc cela nuit à l'Arabie saoudite. Quel est le contexte? Je pense que c'est plus compliqué qu'une simple question saoudo-yéménite. D'abord, il y a eu l'annonce américaine d'un accord nucléaire avec l'Arabie saoudite. Puis Donald Trump a en substance ajouté une nouvelle condition que les Saoudiens refuseront catégoriquement de satisfaire. Par conséquent, cet accord nucléaire n'existe plus. Nous pouvons parler de la question nucléaire, si vous le souhaitez. Mais je pense qu'il est important de distinguer ce qui se passe entre les Yéménites et les Saoudiens de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et entre l'Iran et les Arabes du Golfe. Je pense que la question du programme nucléaire est importante. Il y a d'abord l'aspect technique. Ils veulent avoir ce programme sur leur territoire, comme les Émirats arabes unis l'ont. Et Donald Trump a dit que ce serait quelque chose de similaire à ce qu'ont les Émirats. Pas d'enrichissement sur leur sol, mais ils auraient une installation nucléaire en Arabie saoudite. L'autre point, comme vous l'avez mentionné, c'est la normalisation avec Israël, les accords d'Abraham. Ils ont dit auparavant que c'était nécessaire, vous savez. Mais il semble que dans les discussions entre les pays, cette condition n'ait pas été mentionnée.
C'est davantage un commentaire sur Donald Trump qu'autre chose. D'abord, sa description de ce qui a été convenu avec les Saoudiens n'est pas correcte. Ils ont obtenu un accord bien plus avantageux que les Émirats arabes unis, y compris le droit d'enrichir de l'uranium. Donc, je suppose que Mohammed Ben Zayed est maintenant irrité contre Mohammed Ben Salman pour une raison supplémentaire. Leurs relations ont été mauvaises récemment. C'est un accord très vague qui a été conclu. Il aurait rencontré une ferme opposition de la part de nombreux membres du Congrès américain, et ses perspectives étaient donc incertaines. Mais Donald Trump a ensuite ajouté cette autre condition, la normalisation avec Israël. Pourquoi l'a-t-il fait? Je soupçonne que Benjamin Netanyahou l'a appelé et lui a dit « Vous devez le faire ». Cela montre donc qu'il reste la marionnette de Netanyahou et qu'il est sensible aux intérêts israéliens. Il y a beaucoup d'ironie dans tout ça. Si cet accord avait abouti, et ce ne sera pas le cas désormais, il est mort, je pense, à cause du mandat supplémentaire de Trump. Même s'il devait aboutir, les États-Unis ne sont pas vraiment en mesure de construire un réacteur en Arabie saoudite. L'industrie nucléaire américaine est à l'agonie. Et ironiquement, la principale technologie américaine de réacteurs nucléaires, détenue par Westinghouse Electric, l'entreprise qui construit ces installations, appartient désormais à 2 entreprises canadiennes, au même moment où Donald Trump impose des droits de douane punitifs au Canada. Il donne à 2 entreprises canadiennes la possibilité de concourir pour des réacteurs nucléaires en Arabie saoudite. Vous savez, revenons un peu en arrière. Quand les États-Unis ont conclu avec les Émirats arabes unis ce qu'on appelle un accord 1-2-3, censé ouvrir le marché aux fournisseurs américains de réacteurs nucléaires, les Émirats se sont immédiatement tournés vers la Corée. Et ce sont les Coréens, les Sud-Coréens, qui ont construit les réacteurs. Donc de toute façon, tout cela était un peu une fraude. Pourquoi cela? Parce que les Saoudiens ont restreint l'utilisation américaine de leurs installations militaires. Ils ont fait preuve d'une indépendance très mal accueillie par la Maison-Blanche de Trump. Donc au fond, je pense que l'accord nucléaire était une contrepartie, au sens large. Restez avec nous. Nous allons vous donner quelque chose que vous ne pouviez pas obtenir auparavant. Et puis bien sûr, j'imagine que Mohammed Ben Salman est désormais profondément embarrassé que Donald Trump ajoute à cela la question de la normalisation avec Israël. Je veux dire, les accords d'Abraham eux-mêmes sont sous assistance respiratoire. Et l'idée que l'Arabie saoudite les rejoindrait, alors que les sondages montrent que près de 100% des Saoudiens s'opposent à la normalisation avec Israël, compte tenu des mauvais traitements infligés par Israël aux Palestiniens, et alors que la position officielle de Riyad est qu'il n'y aura pas de normalisation avec Israël tant qu'un État palestinien n'aura pas vu le jour. Vous savez, c'est tout simplement absurde. Donc, je dirais que Donald Trump, d'abord, ne comprend pas ce qui a été convenu avec l'Arabie saoudite. Il n'est pas au fait des détails. Deuxièmement, il ne comprend pas la faiblesse de l'industrie nucléaire américaine. Troisièmement, il ne comprend pas que l'industrie nucléaire aux États-Unis appartient désormais à des Canadiens. Et quatrièmement, il ne comprend pas qu'Israël est désormais empoisonné. Personne ne veut avoir de relations normales avec Israël. Et Israël lui-même est en train de s'effondrer. Vous avez enfin, je veux dire, on peut en parler si vous voulez. Je dirais simplement qu'un 1/6 de la population israélienne est composée de ce qu'on appelle les Haredim, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes. Un tiers des jeunes Israéliens sont des Haredim. Un tiers. Ils ne s'inscriront pas pour faire leur service militaire. Il y a 80 000 jeunes Haredim qui ont refusé de s'inscrire pour l'armée.
Les femmes de la communauté Haredi, la communauté ultra-orthodoxe, n'effectuent pas le service alternatif qui est exigé si l'on ne s'inscrit pas pour le service militaire. Ils ne croient pas à la légitimité de l'État d'Israël. Ils se sont opposés à la déclaration d'indépendance d'Israël. Ils invoquent un principe religieux selon lequel la Terre sainte ne peut pas être conquise par la force, de manière légitime. Et plus récemment, l'un de leurs universitaires religieux et rabbins les plus éminents, un porte-parole, a invoqué le commandement des 10 commandements. Tu ne tueras point. Et a demandé, que fait Israël aux Palestiniens? C'est une violation de la loi de Dieu. Ils sont donc profondément aliénés. En plus de ce groupe, bien sûr, il y a maintenant les soi-disant jeunes des collines et d'autres colons, des colons israéliens qui tuent des Palestiniens, frappent des personnes âgées et des enfants, et incendient des maisons et des voitures en Cisjordanie. Et pendant que nous parlons, Israël construit un mur pour s'emparer de 70% de Gaza afin d'y installer des colonies, et il ne laisse aux Palestiniens qu'un tiers des terres qu'ils avaient auparavant. Tout cela est donc en cours. Et c'est le moment pour l'Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël. Non, pas du tout. Le président vient donc de démontrer une incapacité totale à négocier. Il est très fort dans l'intimidation transactionnelle. C'est ce qu'il fait avec l'Iran. Je dirais même que non, avec l'Iran, c'est simplement une violence insensée, parce qu'il n'y a aucun objectif réalisable. En gros, le CENTCOM affirme qu'il cherche à éroder la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'il dit faire. Mais en réalité, il attaque aussi des cibles à l'intérieur de l'Iran, ainsi que le long des côtes. Donc cette explication n'est pas très plausible. Pendant ce temps, l'Iran est en train de détruire la capacité des États-Unis à poursuivre cette guerre. Les bases que les États-Unis avaient dans le Golfe Persique sont presque toutes vides. Elles ont été détruites. Il reste encore des bases à Bahreïn, de portée limitée. Mais les États-Unis ont été repoussés vers la Jordanie, et ils finiront par être repoussés vers Israël. Et si Donald Trump, qui dit qu'il va approuver une frappe contre l'Iran bien plus importante que toutes celles menées auparavant, le fait effectivement, je pense que l'Iran frappera Israël. La guerre s'étend. Les Houthis, pour leurs propres raisons, sont en guerre contre les Saoudiens. Les Saoudiens font très attention à ne pas escalader contre les Houthis, du moins pour le moment. Les Iraniens frappent le Koweït et Bahreïn, les 2 derniers protectorats américains dans le Golfe. La position des États-Unis en Jordanie est soumise à de très fortes attaques. Tout le monde dans le Golfe cherche à conclure un accord avec l'Iran. Tous cherchent des alternatives à leur dépendance envers les États-Unis. La position des États-Unis s'affaiblit. Et pendant ce temps, l'armée américaine que Donald Trump ne semble pas écouter affirme que le rythme de la guerre épuise les munitions américaines et les capacités de défense à un rythme alarmant. Cela affaiblit les États-Unis à l'échelle mondiale et les prive de leur capacité à faire face à d'autres défis ailleurs. C'est donc une très mauvaise prestation du président et il n'a aucune perspective de succès. Il est plus impopulaire que jamais aux États-Unis. Israël l'est aussi, tout comme cette guerre. Il y a, en ce qui concerne l'attaque contre le Yémen, contre l'aéroport international de Sanaa, c'est assez étrange, d'une certaine manière. Parce que d'un côté, si l'on regarde les États-Unis et l'Arabie saoudite, prenons d'abord l'Arabie saoudite, ils utilisaient la mer Rouge pour exporter du pétrole. Ils savaient que le détroit d'Ormuz avait ses propres difficultés. Le détroit est d'une certaine façon fermé et la guerre s'y déroule. Et de l'autre côté, on voit venir leur attaque. Ils attaquent l'aéroport international de Sanaa. Axios a rapporté que les États-Unis, Donald Trump, soutenaient cette attaque.
Et si vous regardez la situation dans le détroit d'Ormuz, c'est la même chose. Donald Trump ne tirera aucun bénéfice d'un nouveau conflit avec le Yémen. Il ne veut pas de ça. Il a commencé cela en 2025. Il a dit que nous allions quitter la mer Rouge, qu'il n'allait nous causer aucun problème. Alors intervenir, avoir ce problème dans le Golfe Persique et attaquer à nouveau le Yémen, en quoi cela bénéficierait-il aux États-Unis? En quoi cela bénéficierait-il à l'Arabie saoudite? C'est très étrange à comprendre parce que je ne vois rien, aucune réflexion stratégique. Si l'on suppose que ces deux pays se soutiennent mutuellement pour attaquer le Yémen. Non, il n'y a aucune logique stratégique derrière cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles je soupçonne que l'attaque contre l'aéroport de Sanaa a été menée par le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite, dit internationalement reconnu, et non directement par les Saoudiens. Et je ne sais pas comment cela s'est produit, parce que, du point de vue saoudien, cela n'a aucun sens de risquer la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, qui est désormais fermé à leurs navires. Autrement dit, les cargaisons entrant dans le détroit de Bab el-Mandeb à destination d'un port saoudien, disons le port de Jizan, de Jeddah ou de Yanbu, ne seront pas autorisées à passer. Et les pétroliers saoudiens chargés de pétrole seront pris pour cible s'ils tentent de sortir par le sud en passant par le détroit de Bab el-Mandeb. Cela n'a donc absolument aucun sens. Vous avez évoqué plus tôt la campagne américaine contre les Houthis, qui s'est terminée avec des États-Unis n'ayant pratiquement rien obtenu, déclarant la victoire et s'en allant. Et je pense que cela crée un précédent pour la guerre avec l'Iran, parce qu'il n'y a aucune perspective, absolument aucune, de solution négociée à cette guerre aujourd'hui. D'abord parce que, comme je l'ai dit, Donald Trump ne sait pas négocier. Tout ce qu'il sait faire, c'est intimider. Et l'intimidation ne conduira pas à une capitulation iranienne, qui est ce qu'il exige. Le détroit d'Ormuz restera sous contrôle iranien. La manière dont l'Iran exercera ce contrôle sera importante pour son rôle régional. La question de savoir s'il intégrera d'une manière ou d'une autre les Arabes du Golfe dans cet arrangement et s'il prendra en compte leurs intérêts autant que les siens sera importante. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et nous n'y arriverons pas à la table des négociations. Surtout parce que les négociateurs américains, Witkoff et Kushner, ne sont pas dignes de confiance, ne bénéficient d'aucune confiance et sont amateurs et inefficaces. Il n'y a donc aucune perspective autre qu'une issue militaire. Et cette issue militaire sera probablement fortement influencée par l'épuisement des munitions américaines et des capacités défensives dont j'ai parlé. C'est un sujet de profonde inquiétude pour l'armée américaine. Elle commence à faire filtrer ses plaintes dans la presse. Donald Trump a donc une autre série de problèmes sur son bureau. Ces militaires ne sont pas très impressionnés par lui. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre stratégie ici. Et encore une fois, je dirais que le conflit entre les Houthis ou Ansar Allah et les Saoudiens trouve vraiment ses racines dans les intérêts yéménites, dans l'histoire du Yémen, dans l'histoire des relations entre l'Arabie saoudite et le Yémen, ainsi que dans les divisions entre les Yéménites eux-mêmes. Je veux dire, le Yémen a toujours été un pays profondément divisé, et à différentes périodes, il a eu plusieurs régimes, 2 gouvernements différents ou davantage. C'est le cas aujourd'hui. Donc cela non plus ne va pas être résolu. Et je ne pense pas que les États-Unis disposent de suffisamment de force pour pouvoir s'opposer aux Houthis. Je ne pense pas non plus que les Saoudiens veuillent s'opposer aux Houthis, parce qu'ils voudront conclure un accord avec eux. Alors nous verrons ce qui se passera. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a absolument aucune justification stratégique à cela. I agree with you. There's no strategic rationale for this at all.